Donc, nous sommes ravis de vous accueillir à ce panel qui sera dédié à la gouvernance, audit, résilience et à la gestion de risques. Notre panel sera animé avec Alex De Santos, qui est président de ISACA, et moi-même, Amal Benza, je suis directrice des ventes chez ETI. Nous avons le plaisir d'accueillir des experts qui partageront avec nous aujourd'hui leur vision et leur stratégie. Donc, avec nous, il y a M. Joël Moreno, qui est responsable de la sécurité, de la protection des données et de la continuité des affaires chez CoreLogic. Il est également chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Il y a M. Dominique Broder, qui est directeur de gouvernance et cybersécurité chez Fonds d'Action et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Et également M. Aziz Alaoui, qui est directeur principal des services conseils chez Cyber AI3 et chargé de cours également au programme GASTI de l'Université de Sherbrooke. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Amal. Alors, je vais commencer. Alors, bienvenue à tous ce matin et merci d'être là. Ce que Kant Nouren, qui est la directrice du programme GASTI, gouvernance, audit et sécurité des TI, m'a demandé de faire une présentation sur le contenu du cours que je donne à l'université. Moi, j'ai préféré plutôt axer ma présentation sur l'environnement de cybersécurité, l'environnement qui existe aujourd'hui en termes de cybersécurité, et à partir de là, de vous donner plutôt une idée comment est-ce que votre formation va pouvoir s'insérer dans cet environnement-là. Alors, si on regarde un peu les statistiques, ça c'est intéressant. La première des choses, on se rend compte que la cybersécurité, c'est quelque chose qui est très payant. Il y a un coût. Aujourd'hui, 10 500 milliards de dollars, c'est le coût de la cybersécurité pour toutes les entreprises qui sont fraudées. La cybersécurité, les hackers se sont complètement aujourd'hui structurés. Ce sont des entreprises qui engagent du personnel même extrêmement bien, des doctorants, du personnel très qualifié, et ils fonctionnent comme des entreprises. C'est-à-dire ils sont capables de pouvoir donner des primes à la fin, ils sont capables de vous donner des objectifs pour l'année, ils ont ce qu'on appelle toute la couche de gestion. Donc, ce sont des entreprises et qui fonctionnent très bien et qui sont extrêmement rentables. Donc, des investisseurs seraient intéressés. Du côté des pays de l'Est, vous pouvez voir, il y a vraiment des entreprises de ce type-là et qui fonctionnent mondialement. De l'autre côté, la réponse de l'industrie, lorsqu'on regarde à la réponse de l'industrie est assez faible. Si on regarde 214 milliards versus 10 500 milliards, il y a un écart absolument incroyable. C'est la réponse aujourd'hui que les industries sont capables de donner. Et là, on va voir qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus, je dirais, pointus que d'autres. Premier secteur, l'info nuagique. À peu près toutes les entreprises vont dans l'info nuagique. Et si on regarde que l'info nuagique, juste, a eu une croissance de 25%, à peu près 25%, juste cette année. Deuxième secteur qui connaît une grande croissance, c'est tout l'aspect de la protection des données personnelles. Et la protection des données personnelles, c'est un domaine qui est vraiment vertigineux depuis que l'Europe a commencé avec le GDPR. Et il y a eu ce qu'on appelle, c'est passé aux États-Unis avec le CCPA, qui est le Californian, ça a commencé le Californian Privacy Act, donc ça a commencé en Californie. Et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, à peu près tous les États vont embarquer dans ce système-là. Ici, la loi 25, et puis, bien entendu, avec le Bill C-27, ça va être le Canada au complet. Donc, on voit qu'il y a une grosse demande, et la demande la plus importante, c'est au niveau des ressources. On va le voir aujourd'hui mondialement. Il y a à peu près 2 ans, en 2022, quand je faisais une présentation, on parlait de 2 millions de ressources qui manquaient. Aujourd'hui, 2024, on parle de 4 millions de ressources qui manquent. Et si vous regardez un peu les données des, je dirais, 2 grandes sources, Infotech, et puis une autre source qui est ce qu'on appelle l'IDC. On peut voir que ces deux compagnies-là, lorsqu'ils font des recherches et qui demandent à des CEO, quelle est votre plus grande préoccupation en termes de sécurité? Eh bien, la préoccupation numéro 1, c'est la recherche de talent. On a besoin de gens bien formés et qui soient capables de pouvoir adresser nos problèmes. Donc, c'est la préoccupation numéro 1 avant bien d'autres préoccupations que peuvent avoir les responsables des entreprises. Ce qu'on peut dire aussi, et puis vous voyez au niveau de l'IDC, aujourd'hui, des ressources, à cause de la possibilité de travailler à distance, eh bien, ces ressources-là sont en très forte demande. Je vais passer à la prochaine slide. Joël? Oui.
J'ai une première question pour toi, mais Oui. dirais-tu que, qu'est-ce qui provoque un peu cette explosion dans l'industrie? Est-ce que, selon toi, c'est parce que le panorama des risques a évolué dans le temps? Absolument. Le paysage des risques, je dirais, il y a 3 facteurs. Premier facteur, c'est ce qu'on appelle, on les appelle les 3D. Hein. Donc le premier facteur, c'est la démocratisation. On peut voir qu'aujourd'hui, tout le monde, vous avez des iPads, vous avez des cellulaires sur vous. Donc, la technologie s'est extrêmement démocratisée, extrêmement connectée, et ce qui fait que les problèmes liés à ça peuvent à ce moment-là être complètement corrélés. Deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle la disponibilité. Disponibilité au niveau de l'Internet. Vous pouvez aller voir et télécharger des outils, carrément des coffres d'outils, pour pouvoir faire du piratage. Donc, la disponibilité d'outils qui est permise, qui a été mise à la disposition de personnes qui n'ont pas besoin de très fortes connaissances en cybersécurité pour pouvoir opérer des actes de piratage, eh bien, ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, je dirais, c'est la décentralisation. Le fait que les compagnies se décentralisent de plus en plus, font appel à des tierces parties pour pouvoir faire leurs opérations. Et les tierces parties, ça représente aujourd'hui, avec le ransomware, je dirais, le facteur qui met le plus à risque une compagnie. Aujourd'hui, les compagnies ont énormément de sous-traitants et le maillon toujours le plus faible de la chaîne d'approvisionnement, c'est toujours les tierces parties. Donc, ça fait en sorte que, je ne sais pas si ça répond à ta question un peu, Alex. Oui, très bien, merci. Merci. On va continuer sur le deuxième slide. Non, on va revenir juste une slide en avant. Je voulais ici donner peut-être une croissance sur une vision un peu plus de 3 ans. Oui, j'ai parlé de l'info nuagique, mais je voulais vous dire, parce que vous savez, la cybersécurité, c'est un domaine où il y a 29 différents types de profils. Donc, on a des profils les plus techniques, des profils de l'architecture qui ont des visions beaucoup plus larges, ou des profils beaucoup plus, j'appellerais ça soft, que ce soit dans les standards, dans les audits, dans la formation, donc des profils que j'appellerais un peu plus soft. Donc, à peu près toute la gamme, parce que la sécurité, c'est quelque chose d'absolument transversal dans une entreprise. Et puis, toute la gamme, justement, de spécialités, de compétences, on peut les voir qu'il est là. Si on regarde quels sont les profils qui ont le mieux performé durant les 3 dernières années, bon, outre l'info nuagique et la protection des données, on peut voir qu'il y a aussi les tests d'intrusion. Tests d'intrusion, il y a des compagnies aujourd'hui qui opèrent. La beauté de ça, c'est de pouvoir faire des tests d'intrusion. J'ai un ami qui fait des tests d'intrusion à partir, sa femme est japonaise, donc lui, il s'est installé au Japon, et il fait des tests d'intrusion pour des compagnies américaines, pour les casinos, par exemple, de Las Vegas. Donc, il y a une très grande mobilité de ces ressources-là, ce qui fait que les tests d'intrusion ont cru de 50%. On regarde un autre facteur, comme par exemple tout ce qui est ce qu'on appelle la gestion des incidents. Lorsqu'il y a des incidents, il y a des brèches à peu près à toutes les semaines, on peut dire. Eh bien, on se rend compte que les tests d'intrusion, tout l'aspect de forensique, comment aider les entreprises à passer au travers d'une brèche de sécurité, eh bien ça connaît également une très grande explosion, et on le voit à peu près, on est dans les 50%. Troisième grand créneau, c'est les audits. Les audits aujourd'hui, parce que cette industrie connaît aujourd'hui toute une gamme, je dirais, de standards qui permet... Alors, il y a des standards qui sont très locaux, comme par exemple les standards NIST, qui sont beaucoup plus du côté des États-Unis, et puis des standards internationaux, comme les standards ISO. Et on peut voir que ces standards-là deviennent ce qu'on appelle la norme au niveau mondial, parce qu'ils sont reconnus mondialement comme étant des standards de sécurité. Alors, tout l'aspect audit, cette industrie-là, c'est excessivement... Alors, si vous voulez devenir un auditeur, très grande, nous, on est certifiés, en tant que compagnie américaine, on est certifiés avec 5 standards ISO. Et on peut le voir que lorsque je faisais affaire avec la compagnie qui me certifiait, il y a à peu près 3 ans, ils étaient un peu moins, ils étaient aux alentours de 800. Aujourd'hui, lorsque je fais affaire avec eux, ils sont plus de 2000 et répartis dans le monde entier. Donc, on peut voir qu'il y a toute une demande au niveau de l'audit qui se fait là. On va passer à la 3e slide. Donc, Joël. formation. Oh,
Tu ne dépeins un monde où finalement nos attaquants sont comme de plus en plus compétents et ont accès à de plus en plus de connaissances pour être de plus en plus, on va dire, agressifs. Mais quelle perspective, mettons, on a accessible à nos entreprises, à nos sociétés d'État pour pouvoir se protéger et faire face finalement à cette menace qui monte? Okay. Je dirais que pour pouvoir adresser la sécurité, il y a trois grandes composantes. Première composante, c'est ce qu'on appelle People Process Technology. Les gens. Donc, avant tout, c'est les gens. On a besoin de gens compétents qui connaissent c'est quoi la cybersécurité. C'est, je dirais, la pierre angulaire lorsqu'on veut vraiment essayer de renforcer la sécurité à l'intérieur d'une entreprise. La deuxième, c'est tout l'aspect gouvernance, donc tout l'aspect process. Et c'est pour ça que des standards comme ISO, aujourd'hui, il y a 70 certifications différentes qui existent dans l'industrie, seulement dans la sécurité, dans la cybersécurité. Ce qui est étrange, c'est que j'ai un ami qui vient de commencer il n'y a pas très longtemps à Polytechnique, et il est rentré en génie informatique, et puis là, il a vu toutes les opportunités qu'il y a en TI, et puis il a demandé à son professeur, il lui a dit dans quelle filière je devrais aller. Eh bien, le professeur lui a dit, c'est très simple, aujourd'hui, en TI en général, il n'y a que 2 filières qui sont vraiment importantes. Il dit, c'est lesquelles? Il dit, d'un côté, l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, la cybersécurité. C'est vraiment les 2 filières qui deviennent, et on va voir que de plus en plus, ces 2 filières tendent à se combiner, l'intelligence artificielle travaillant pour détecter et mieux travailler par rapport à la cybersécurité. Donc, oui, des formations, il en existe. La particularité de ma formation, c'est que j'ai essayé de faire ce qu'on appelle de ma formation, c'est un trimestre, donc à peu près 3 mois et demi. J'ai essayé de la faire en 3 grands axes. Premier axe, c'est tout l'aspect que j'appellerais théorique. Donc, donner aux étudiants un cadre théorique, des méthodologies, des éléments avec lesquels ils peuvent apprendre. Mais ce qui nous différencie des autres universités, ce n'est pas l'aspect académique. Ceux qui viennent à Sherbrooke, en général, sont des gens qui sont très entrepreneurs, qui veulent prendre des risques et qui veulent rentrer rapidement sur le marché du travail. Donc, l'aspect théorique, à mon avis, tout ce qui est ce qu'on appelle la collection de connaissances, vous pouvez la faire aujourd'hui à travers Google, à travers Internet. Vous avez assez de tutoriels, il existe avec les MOOC, okay? Il existe énormément d'outillage pour pouvoir aller chercher ces informations. Mais le deuxième aspect, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est, d'une certaine façon, connecté avec des très grosses entreprises. Et ces entreprises-là, dans le cadre justement de cette session, on amène les étudiants dans ces entreprises-là pour qu'ils puissent rapidement avoir un cas concret, comment ils pourraient appliquer leur travail. Donc, le troisième volet, donc ça, c'est le 2e mois. Et le 3e mois, ce que je fais, c'est je leur demande de produire un travail. Une fois ça fini, ils sont en mesure de pouvoir directement opérer dans les entreprises. Et c'est un peu l'approche qu'on prend chez nous à l'université. Joël? Oui. Tu fais une passe super pour Dominique qui va pouvoir sauter directement dans le concret et nous présenter. Ça, je voulais passer une petite vidéo pour vous montrer comment, en moins de 2 minutes, on serait en mesure de pouvoir hacker votre propre téléphone mobile. Alors, si vous voulez lancer la vidéo, ça va vous donner une petite... et ça, c'est fait live. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome.
In just 30 at seconds, gmail.com. Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right. Thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're going to have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yeah. Dominique, j'ai une question pour toi. Est-ce que les entreprises, de façon générale, sont conscientes de savoir comment se relever d'un événement hors de leur contrôle? C'est une excellente question. Désolé, je cherche ma voix. Excellente question, Amal. En fait, consciente de pouvoir se relever, oui. Mais en fait, je pense que les entreprises, en général, sont pas conscientes de qu'est-ce qui peut les affecter en tant que telles. Donc, à répondre, est-ce qu'ils sont en mesure d'avoir une bonne résilience s'il y a des événements, cybersécurité, etc. Encore faut-il les évaluer, ces événements-là. Puis juste par rapport à ça, j'ai fait juste une passée. Ah, désolé, j'avais des... Ah, est-ce qu'on peut remettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Merci. J'ai fait une petite recherche. J'aurais pu passer la semaine là-dessus, mais est-ce que toutes ces choses-là vous parlent récemment, ces événements-là? Le plus récent qui vous a peut-être touché à votre entreprise, le fameux événement CrowdStrike. On a eu l'événement la rupture de canalisation, qui n'est pas nécessairement un événement de cybersécurité, un événement TI, mais dans ce cas-ci, les bureaux juste à côté, ils ont dû avoir justement un plan de résilience. J'espère qu'ils en avaient, mais bon. Des pannes électriques et réseau cellulaire de Rogers, celui-là aussi, je me rappelle. On aurait pu parler aussi de SolarWinds en 2020, etc., etc. Ça ne finit pas. Il va toujours avoir des événements. Est-ce qu'on est à l'abri de ces événements-là? Pas nécessairement. En fait, de moins en moins, parce que justement, on a une dépendance sur les TI, on a une dépendance sur les centres de données, les centres de traitement. Puis, justement, on parlait de catastrophes naturelles, qu'est-ce qui a touché, justement, divers pays, surtout au niveau Cuba, Floride, etc. Bref, ça peut nous affecter, peu importe où on fait affaire, puis où sont nos actifs TI, en fait. Donc, je vais juste poursuivre, si vous voulez bien. Par rapport à qu'est-ce que ça peut nous affecter en termes de, justement, tous ces événements-là, en termes d'entreprise et d'impact pour l'entreprise, on parle de plusieurs types d'impact. On parle, oui, de capacité de livrer nos services, de produire de la valeur, mais impact réputationnel, impact législatif, impact du côté, justement, de la productivité. Je ne rentrerai pas dans le détail de tout, mais tout ça pour dire que si on connaît ou on est capable justement d'évaluer nos risques, on parle de surface d'attaque côté cyberattaque, mais risques, je dirais, plus global, plus macro au niveau du contexte de la livraison des services TI. Justement, Joël parlait de les prestataires de services, la chaîne d'approvisionnement. Donc, il faut voir notre gestion de risque de façon holistique, puis nos évaluations d'impact en fonction justement du domaine d'affaires, de notre cœur de métier, puis aussi des actifs, bien sûr, qu'on a dans l'organisation. Et justement, je parlais de cœur de métier, c'est une bonne transition par rapport à comment faire pour prévenir. Puis comme je dis souvent, les gens avec qui je travaille, petite blague, mais il y a 2 citations que je dis toujours. L'ignorance n'est pas une défense. On ne peut pas dire « Ah, je m'excuse, je ne savais pas ». C'est notre job en cybersécurité, en gouvernance, en gestion de risque, de prévoir l'imprévisible et aussi un plan de réponse aux incidents ou un plan de résilience qu'on va regarder un petit peu tout à l'heure. C'est justement de ne pas improviser
s'il y a une situation qui se passe puis qu'on doit déclencher justement notre plan de résilience. Sauf que justement, il faut prévoir ces efforts-là, il faut prévoir ce contexte-là dans l'organisation, dans notre planification stratégique, dans nos objectifs, parce que investir de l'argent, puis on sait, investir de l'argent en cybersécurité, il y a encore toujours une perception. C'est une dépense, ça ne nous apporte pas de valeur. Il n'y a pas de retour sur investissement. C'est totalement faux, mais foncièrement, il faut l'expliquer, il faut le concrétiser. Ici, c'est juste une petite référence que je vous amène, puis je trouvais l'article super intéressant. Dans une planification stratégique, dans une priorité d'organisation, plus de dépendance sur les TI, sur les technologies, ça, on ne se le cachera pas. Là. Aujourd'hui, en 2024-2025, quelle entreprise n'a pas de TI dans son organisation? Probablement le salon de coiffure de ma sœur, mais à part ça, c'est tout. Dans le sens que l'importance des TI dans notre plan stratégique, dans notre entreprise, puis l'importance de cette dépendance-là dans notre prestation de service. On parlait d'infrastructures critiques. Bien sûr, moi, je travaille beaucoup dans les fonds d'investissement, dans le domaine bancaire. Si on n'a pas les TI, on ne fait rien. On ne peut pas rien. En fait, télécom ou énergie, etc., c'est un peu la même chose. OK. J'ai une question. Là, tu parlais de dépendance. Donc, on comprend que les TI sont une dépendance importante pour la bonne marche de l'organisation. Mais quoi faire en premier et comment s'organiser en conséquence? Merci. C'est une excellente question. Oui. Ben, à toute excellente question, il y a des excellentes réponses. Puis, je suppose des fois, j'ai des étudiants qui disent « Ah, j'ai une question niaiseuse », mais je ne ferai pas de réponse niaiseuse à une question. Il y a toujours des questions pertinentes et des réponses pertinentes. Mais par où commencer, en fait, là est la question. Je trouvais ça super intéressant de vous amener une petite analogie. Puis ceux qui me connaissent, ils savent que je suis assez fort dans les analogies. À quoi ça vous fait penser? Donc, si ceux et celles qui reconnaissent, qui ont des enfants, peut-être, Dora l'exploratrice, pourquoi que je vous parle de Dora aujourd'hui? C'est quoi le lien entre les plans de résilience puis Dora? Si vous avez déjà regardé une émission de Dora, c'est exactement comment j'atteins mon objectif. C'est quoi les étapes pour me rendre? Je planifie ce que je vais faire. Quelles sont les activités, les épreuves que je dois accomplir? Mais, ceci étant dit, c'est une très belle référence à le vrai Dora, c'est-à-dire justement le Digital Operational Resilience Act, qui est un document que j'ai trouvé super intéressant. Tout à l'heure, Joël parlait du RGPD de l'Union européenne. Ce document-là, cette référence-là, aussi justement émis par l'Union européenne il y a à peu près 1 an, si je ne me trompe pas, qui permet en fait de donner une démarche de aussi instaurer, je dirais, une obligation. En fait, ça s'adresse à toutes les institutions financières sur le territoire de l'Union européenne de prévoir des efforts, une structure, une démarche pour se préparer justement en cas de résilience par rapport aux TI, par rapport, eux, ils appellent ça le digital, mais bref, les TI, le numérique, etc. Fait que ce soit pour justement un événement de type cyberattaque ou dépendance opérationnelle sur un prestataire de service qui n'est plus en mesure de nous rendre le service du côté TI, que ce soit un acte naturel ou autre. Bref, ce qui est intéressant puis c'est pas sorcier, en fait, qui n'ont rien réinventé, là. C'est juste des bons principes de base. 2 petits sujets rapides, la dépendance sur les prestataires de services et aussi le partage des connaissances. Donc, le partage des connaissances dans le milieu des institutions financières, dans ce cas-ci, par rapport à c'est quoi les menaces qui nous touchent, puis comment les prévenir. Je vois le temps passer, il y a beaucoup de contenu que j'aurais aimé vous parler, mais juste 2 choses. Qu'est-ce qu'on veut protéger dans l'organisation? Je parlais de prestation de services et livraison de valeur. On veut protéger nos actifs. Vous avez sûrement déjà entendu parler du terme les joyaux de la couronne. Ça, j'ai fait un gros diamant. On va parler que c'est ça. Mais un plan de résilience doit être pondéré en fonction du risque, puis pondéré en fonction justement de nos actifs critiques qu'on veut protéger, qu'on veut remettre en service. Fait que c'est un peu ça l'idée. Et le plan de résilience doit évoluer en continu
doit focusser sur les bons actifs, sur la livraison de valeur, les processus critiques, puis bien sûr, justement, évoluer, mais aussi être testé, démontré, tout ça pour dire qu'on ne peut pas improviser quand on en a besoin. Quand même qu'on a un plan de résilience, mais qui est sur papier, puis qu'on n'a jamais testé puis démontré, ça ne sert absolument à rien. Donc, solution de cyber-résilience, encore là, un modèle super intéressant que j'ai trouvé récemment qui est basé justement sur le NIST. Tout à l'heure, Joël parlait du NIST. Le NIST a sorti une référence, là, c'est très petit, puis je suis désolé, je ne vois plus rien, rendu à mon âge. Le Cyber Resilient System Security Engineering Approach, super intéressant aussi. Bref, il y a le Business Continuity Institute, il y a plein d'autres références qu'on peut se baser, mais l'idée, c'est juste de commencer quelque part. Puis c'est pour ça que, justement, dans le programme GASTI, on a un cours, justement, basé sur la continuité des affaires et la résilience. Donc, on a beaucoup de matériel intéressant sur ce sujet-là. J'ai fait le tour, chers amis. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Puis ça me donne le goût de poser une question peut-être à Aziz, peut-être pour s'appuyer un peu sur ce que nous a partagé Dominique. Quel rôle peut jouer, mettons, la gouvernance et peut-être même la gestion des risques des TI pour soutenir nos organisations dans leur atteinte de leur objectif d'affaires, mais aussi leur résilience? Merci Alex. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être je vais changer de... Non, je vais... Excellent. Bonjour tout le monde. Donc, la question est bonne par rapport à la gouvernance des TI, la gestion des risques TI dans le contexte de la transformation et dans le contexte de la résilience opérationnelle. C'est certain que tous les éléments qui ont été énoncés tout à l'heure nécessitent une certaine gouvernance dans les entreprises, dans les organisations, pour pouvoir assurer le bon déroulement de l'ensemble des activités. Lorsqu'on fait référence, par exemple, à la gouvernance des TI, c'est quoi la gouvernance des TI? C'est l'ensemble des processus, des structures, des mécanismes qu'on met dans une organisation pour opérer et gérer les TI au quotidien et dans le cadre des projets. Et lorsqu'on regarde un peu les différents piliers de la gouvernance, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout ce qui est alignement stratégique, on trouve tout ce qui est gestion des risques. Donc la gestion de risques est une composante importante de la gouvernance des TI. On trouve également tout ce qui est gestion des ressources, les mesures de performance. Ce sont des piliers qui, évidemment, nous permettent de s'assurer que l'ensemble des activités de TI sont là pour accompagner l'entreprise ou accompagner l'organisation à avancer par rapport aux différents défis. Et lorsqu'on prend aussi, donc on a dit que la gestion de risque reste une composante importante de la gouvernance des TI, c'est que dans les organisations, il faut bien comprendre son environnement de menaces et de risques pour voir venir les choses, ou voir venir un peu les événements indésirables qu'on ne veut pas qu'ils se produisent, soit au niveau des opérations, donc lorsqu'on parle de la résilience, soit au niveau de la transformation numérique. Donc, comme vous le savez tous, les 10-15 dernières années, on a vécu quand même pas mal d'événements ou de transformations ou de volonté de transformation numérique. Si on fait référence, par exemple, au cloud, si on fait référence au big data, si on fait référence à l'Internet des objets, à l'intelligence artificielle dernièrement. Donc, ce sont évidemment des projets de transformation importants. Mais est-ce que, la question qu'on doit se poser, est-ce que ces projets de transformation-là, lorsque les entreprises s'engagent dans des projets de transformation importants, technologiques, est-ce qu'on est en mesure de réussir? Est-ce qu'on est en mesure d'atteindre nos résultats? Il y a plusieurs cas où ça échoue parce qu'on n'a pas géré les risques par rapport à ça. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on parle des risques, on parle de l'ensemble des risques qu'on va rencontrer au niveau de l'organisation. Donc, ce n'est pas seulement des risques de cybersécurité, ce n'est pas seulement des risques opérationnels, mais c'est l'ensemble de l'environnement de risques que l'organisation doit se doter de ce qu'on appelle un environnement de risque dans lequel on va identifier les risques les plus importants, les plus menaçants par rapport aux activités de mon organisation, par rapport surtout aux grands projets de transformation.
Et donc, tous les volets doivent être identifiés. Donc, lorsqu'on parle des risques, oui, il y a les risques technologiques, il y a les risques opérationnels, il y a les risques des parties prenantes, il y a les risques de cybersécurité, il y a des risques de conformité. Il y a des risques aussi en lien avec les personnes, c'est-à-dire les gens avec qui on travaille et qui sont engagés dans les projets de transformation. Donc, il faut se doter toujours des mécaniques pour bien gérer les risques de l'entreprise, donc dans l'ensemble de l'environnement de menaces et des risques. Et c'est une approche évidemment structurée. Il faut identifier les risques ou les scénarios de risques importants, il faut les évaluer, il faut identifier les mécanismes de mitigation et évidemment à mettre les plans d'action. Donc aujourd'hui, on a vu quand même, on a mal géré nos risques de dépassement de temps, mais donc l'essentiel, c'est un exemple concret de c'est-à-dire les événements qui peuvent se produire et qui peuvent amener évidemment ne pas permettre d'atteindre les objectifs dans les délais et dans les coûts et dans les qualités qu'on cherche. Donc étant donné qu'on a dépassé un peu le temps, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions par rapport à ça, ça nous ferait plaisir de vous répondre. Et ce sont des éléments, tous les éléments, les concepts qu'on a vus sont des éléments qu'on détaille davantage dans le cadre de notre programme à l'Université Sherbrooke. Donc merci pour votre attention et s'il y a des questions, ça me ferait plaisir de vous répondre. Merci Aziz, merci monsieur. Puis si vous avez des informations, vous avez besoin d'informations, toutes questions, il y a le kiosque de l'Université de Sherbrooke qui est à l'intérieur, donc vous pouvez aller, ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci.